Bien, on y va. Donc, je suis Catherine Tricot, je suis la directrice du journal Regard et j'ai donc le plaisir d'animer cette table ronde qui va être exactement dans le prolongement de la précédente. On imaginait au départ qu'elle porterait davantage sur la question des besoins quand la précédente porterait sur la question du financement. En fait, tout ça, c'est totalement intriqué, comme vous avez pu le voir dans la précédente discussion. Plus près, voilà. Donc, c'est totalement intriqué. Donc, on va essayer de reprendre le fil de la conversation, d'élargir les propositions et les points de vue avec Frédéric Bocara, qui est donc à ma droite, qui est économiste, universitaire et statisticien dans le service public. Il est également le responsable de la commission économique du PCF. À ma gauche, Florence, pardon, j'ai oublié ton nom de famille. Jeannie Catrice, pardon. Jeannie Catrice, qui est donc économiste et qui est chercheur à l'université Rouen-Normandie. Et enfin, un peu plus loin, donc Pierre Calfa, qui est également économiste. Donc on a 3 économistes, qui est donc fondateur qui est à la Fondation Copernic à Attaque, qui est un ancien syndicaliste et ancien membre du CESE. Voilà, donc je leur laisse la parole. On va faire un peu comme précédemment, 10-15 minutes pour nous donner un peu leur approche du sujet. Donc, besoins, financement, cotisation, impôts, bref, les sujets qu'on vient de débattre. C'était quelle part de richesse consacrée à la sécurité sociale, le titre quand même, à la commande. Bon, alors, quelle part de... Voilà, c'est Pierre Calfa, le maître d'œuvre. C'est lui qui m'a dit ce qu'il fallait que je dise. Je dis ce qu'il m'a dit de dire. Je suis une bonne élève. Donc, Frédéric Bocara. Merci. D'abord, je voudrais me féliciter de cette initiative et qui rassemble plusieurs fondations. Je trouve que c'est une très bonne initiative et que ça devrait ouvrir un ensemble de choses, décentraliser beaucoup d'autres initiatives, parce que la Sécu, malgré tout ce qu'elle prend, c'est une octogénaire bien vivante et qu'il faut développer. Alors d'abord, pour comprendre ces questions de financement et de richesse à consacrer à la sécurité sociale, quel est le rôle de la sécurité sociale? On a dit quelques mots tout à l'heure, mais je vais le dire à ma façon. On dit souvent, c'est avant tout un outil de partage, de pilier de fraternité, par exemple. Je pense que c'est tout autant un instrument d'efficacité sociale et économique. C'est-à-dire protection et promotion. Et d'ailleurs, elle est issue, à mon sens, d'une révolution réussie, qui a été contrecarrée ensuite, mais une révolution réussie, avec un principe, ça a été dit X fois, mais je le rappelle, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, mais surtout, elle a contribué de façon considérable à un développement de la société, pas seulement de l'économie, mais les deux ensemble, après-guerre, avec d'autres réformes économiques que sont les nationalisations des pouvoirs des travailleurs dans les comités d'entreprise. C'est d'ailleurs Ambroise Croizat qui est ministre du Travail à ce moment-là, et les nationalisations bancaires, un nouveau rôle des banques. Donc voilà, cet élément d'efficacité. Et donc on ne peut pas raisonner dans une enveloppe fermée, même s'il faut tenir compte de cette question des richesses. La formulation « quelle part des richesses » est une formulation, à mon sens, des autres, de nos adversaires, y compris un certain nombre d'obligations plus ou moins fortes de l'Union européenne, ou de limiter la part des richesses consacrées à ceci ou cela, en fait consacrées par les institutions publiques. Par exemple, pour les retraites, on ne prend pas ce qui n'est pas consacré par les institutions publiques. Donc, ce qui est au cœur, c'est que les dépenses humaines, c'est efficace pour la société, pour l'économie, pour l'écologie, ou ça peut l'être. C'est-à-dire cette question des capacités humaines, qui est décisive, et du besoin d'un tout autre type de richesse aussi. C'est pas seulement l'enveloppe, mais c'est le contenu. Donc, du point de vue théorique, je pense qu'on est déjà au-delà de Keynes. Keynes, ou les keynésiens diraient, bien sûr, les dépenses de protection sociale vont tirer l'activité. Ça fait de la demande, etc. Mais moi, j'ajoute, en tant que marxiste, il y a le besoin, et ça a permis déjà aussi, d'une autre demande que d'une demande matérielle ou intoxiquée par la finance, etc. C'est une demande très sociale, très d'ailleurs faite d'emploi et moins de béton, même si l'hôpital, on pourrait en discuter. Et puis, ces dépenses humaines peuvent développer l'efficacité, une nouvelle efficacité. Donc la question du contenu des dépenses est importante. Alors, pour le financement,
c'est pourquoi il faut partir des besoins, mais sans ignorer la question quand même des richesses. Alors les besoins sont considérables. On y fait allusion à chaque fois, les besoins pour la santé. Alors, en plus, il y a les déremboursements, il faut au contraire rétablir un remboursement. Le vieillissement pousse les besoins. La prévention a été détruite, donc il y a d'énormes besoins, etc., etc. Médecine scolaire, médecine du travail, même si c'est pas tout à fait la sécurité sociale. Sans parler de la bataille sur les médicaments. La famille, la dépendance, dont nous pensons qu'elle devrait être dans la branche santé, la question des accidents du travail qu'on ne doit pas évacuer, et puis les questions de la retraite, une bonne retraite à 60 ans, ce que nous préconisons, une bonne retraite, c'est-à-dire avec un bon taux de remplaçant autour de 75%, ça veut dire environ 100 milliards de dépenses nouvelles. Donc les besoins sont considérables. Mais deuxièmement, il y a une crise, et la crise a un effet fort sur le financement. Et je ne pense pas qu'il faille le dire comme tout à l'heure, les salaires sont bas, donc on le prend pour donné. Non, il faut agir dessus. Bien sûr, donc ça baisse le financement parce que ça baisse l'assiette, mais la crise a amené des transformations régressives, d'abord sur les principes, en diminuant la part de la cotisation, on l'a dit tout à l'heure, la cotisation c'était 80% de l'ensemble des recettes, c'est en dessous de 50%, hein, avec une fiscalisation, affectée ou pas, mais c'est une fiscalisation, CSG, TVA. TVA, c'est 53 milliards, je crois, hein, comme contribution à la sécurité sociale. C'est gigantesque, depuis 2 ou 3 ans. Les exonérations de cotisations sociales, plus de 80 milliards, la montée des éléments privés, la montée des mutuelles dans les remboursements santé qui sont des fois privés, des fois pas privés, des fois complètement privés, la baisse des prestations maladie ou retraite, l'investissement du privé dans des éléments du système de santé ou autres pour lesquels la sécurité sociale est amenée à dépenser, et sans parler de la question des trusts pharmaceutiques. Et enfin, le financement même par les marchés financiers, puisque la CADES, le fonds d'amortissement de la dette de la sécurité sociale, se finance sur les marchés financiers. Donc, on a un cercle vicieux. Non seulement l'assiette se réduit, mais les capacités humaines se réduisent, et donc on a un problème comme ça, considérable. Et les réponses des entreprises fait partie de la crise, puisque la réponse des entreprises, quelqu'un a dit tout à l'heure, la sécurité sociale est malade du chômage, oui, la financiarisation et des délocalisations du chômage. Donc l'action des entreprises pose problème. Il y a une visée d'un système, malgré tout. C'est pas seulement détruire. Un système à 3 étages, préconisé par la FMI et la Banque mondiale. Un premier étage, socle universel minimal. Un deuxième étage, je fais vite, professionnel, mutualiste, plus ou moins privé, mais voilà, sur une base professionnelle. Et un troisième étage, privé lucratif, facultatif. Voilà un peu l'idée qu'ils ont en tête. Mais malgré tout, malgré toutes les attaques, les dépenses publiques de protection sociale, on reviendra si vous voulez sur les nomenclatures de l'INSEE, etc., pour les dépenses publiques de protection sociale, qui comprennent aussi chômage, etc., c'est 30% du PIB comme dépense. Donc c'est considérable. Parce qu'on arrive, et on n'arrive pas à les baisser, parce que le corps social résiste. Les luttes et même la vie. Alors est-ce qu'on peut répondre par des patchs, trouver 2-3 milliards par-ci, par-là? Non, notre position, c'est qu'il faut des propositions qui font sens. Est-ce que, enfin, avant de venir sur le cœur, qui sont les propositions de financement, on doit répondre en disant c'est parce qu'il y a un déficit qu'il faut financer? Non, comme je l'ai dit. D'abord, le déficit, c'est une 20aine de milliards, c'est pas beaucoup. Et si on consolide toutes les administrations, ce que tu as appelé les assos de sécurité sociale, c'est-à-dire en rajoutant la CADES, France Travail, l'IRCANTEC et quelques autres morceaux, la GIRCARCO, on a un excédent. Ou un epsilon d'excédent, voilà. Donc, mais la question, c'est pas celle-là. Vu les reculs, il faut beaucoup plus de dépenses. Et ces dépenses vont avoir un effet sur le PIB et sur la part des richesses créées, parce qu'il y a l'efficacité. Alors comment? Notre position, et ma position, et la position du Parti communiste, c'est qu'il faut développer le système à partir de ses points forts. Ses points forts, c'est la cotisation sociale. Sa force, la cotisation sociale, c'est l'ancrage dans l'entreprise, lieu de production des richesses, et où se prennent les décisions de production des richesses. C'est la différence avec les fiscalités. C'est avant que ce soit exactement des revenus.
quand c'est dans l'entreprise. Et deuxièmement, continuer à développer l'idée que c'est par tous et pour toutes et tous, au-delà du monde du travail. J'insiste là-dessus, tu l'as dit dans ta question, et je pense que c'est important. Il y a 30 millions d'actifs, y compris chômeurs, 25 millions, 27 millions en emploi. Et il y a 68 millions d'habitants. Mais c'est normal dans une société. D'abord, il y a une rotation. Les gens, à un moment, ils ne travaillent pas, demain, ils travailleront, ou hier, ils ont travaillé. Et puis, toujours, dans toute société, il n'y a pas que les travailleurs qui utilisent le produit du travail, sinon, elle mourrait, la société. Donc, c'est fondamental, cette rotation et cette faire société de cette façon-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit avoir zéro pouvoir, les travailleurs, ni forcément uniquement eux. Voilà. Alors, comprendre la cotisation, en quelques mots, parce que c'est une création très originale. Pour le dire simplement, je vais le dire de façon inhabituelle, en fait, on a créé un truc, on a dit, l'entreprise, elle va devoir précompter une part pour le développement humain. Et après, elle paiera les salaires, les profits, elle fera ses investissements. Mais c'est fondamental. C'est une toute autre logique. C'est pour ça que ça en ennuie beaucoup. Et c'est pour ça que ça a apporté beaucoup. Donc, c'est quelque chose qui compte les profits et qui va au-delà du salaire. C'est une création nouvelle. Bien sûr, c'est quelque chose qui est pris sur la richesse créée par les travailleurs. Mais le profit aussi, c'est une richesse créée par les travailleurs. Donc, mais c'est un au-delà. Parce que ça ne va pas qu'au travail. Plus de 35 millions, une majorité de gens ne produisent pas les richesses en question. Elles ne vont plus les produire, elles vont peut-être les produire demain, on fait société, ou peut-être jamais, ça dépend des gens. Mais voilà, donc c'est fondamental de voir ça. Pour un marxiste, c'est très important. Alors, le financement, il y a tout un ensemble de mesures, de petites patchs qu'on peut ajouter, mais les deux principales. C'est d'abord, c'est deux piliers fondamentaux. D'abord, créer une cotisation additionnelle sur les revenus financiers des entreprises. Les revenus financiers des entreprises, c'est-à-dire les dividendes et charges d'intérêt que versent les entreprises. Aurore l'a dit tout à l'heure, c'est considérable. C'est près de 600 milliards maintenant, c'est-à-dire société non financière plus banque, c'est près de 600 milliards. C'est gigantesque. C'était 300 milliards il y a 4 ans. Hein. Donc ça a considérablement augmenté. C'est pas un trésor. Il s'agit de les faire cotiser pour les faire fondre. Si on les faisait cotiser au même taux, ça rapporterait plus de 180 milliards. C'est gigantesque. Donc peut-être qu'il faut faire 10% pour que ça rapporte quelque chose de significatif. Mais c'est considérable. Et il y a une prise de conscience de cet enjeu dans les luttes. D'ailleurs, la pétition de la Convergence Service Public, qui se réunit en même temps que nous, malheureusement, à la Bourse du Travail de Paris, elle conclut par cette revendication-là. Le deuxième pilier, c'est un peu statique, mais le deuxième élément fondamental, c'est entrer dans une autre relation avec les entreprises. Comme je l'ai dit, le système est malade aussi de ce que font les entreprises. Et il s'est construit, ancré dans l'entreprise, mais un peu à côté quand même. Et donc, là, il y a besoin d'un progrès, d'une invention sociale nouvelle, comme dit Étiévan, qui est un des biographes de Ambroise Croizat. Parce que les entreprises, elles fragilisent l'ensemble du système avec la financiarisation et la démolition de l'emploi. Or, elles pourraient contribuer au système. C'est fondamental, l'apport des entreprises par une activité saine, efficace, etc. Et donc, nous proposons d'inciter au développement, pas seulement des salaires en tant que salaire assiette, mais de la base salariale, emploi, qualification, formation. Donc, les entreprises qui tailleraient dans le total emploi, salaire, masse salariale, dépenses de formation, ou qui n'appliqueraient pas l'égalité salariale femmes-hommes, se verraient appliquer un taux plus élevé. Un taux pénalisant de cotisation, un taux plus élevé. On n'interdit pas de supprimer les emplois, mais si on supprime les emplois alors qu'on déstabilise le système, alors on cotise plus. Et les autres qui contribuent, puisqu'elles font grandir l'assiette, elles auraient un taux normal. Donc elles contribueraient, donc ça ferait une hausse de l'ensemble des cotisations. Et puis si ça marche, on pourra faire même un taux inférieur pour les autres entreprises. Et donc on pousse à quelque chose de nouveau. C'est une modulation pour développer la cotisation. Et on a fait des simulations, ça peut sur 4-5 ans ramener une centaine de milliards. Il faut savoir d'ailleurs qu'un rapport très ancien, Chadla, 1995, disait c'est une proposition sérieuse, il faudrait estimer et faire les simulations. Elles n'ont jamais été faites. Sous Ralit, enfin quand Ralit était ministre de la Santé, pas sous lui, donc en 82, 83, ou quand il était ministre de l'Emploi, je ne sais plus, de l'Emploi plutôt, donc 83, il est secrétaire à l'Emploi à ce moment-là, secrétaire d'État. Il y a une équipe avec Roland Lantner, prof d'économie communiste, qui fait des simulations aussi.
On n'a pas gardé trace. S'il y a des gens ici qui ont des traces, voilà. Donc, il y a des éléments qui ont été faits et c'est reconnu. Et il ne faut pas sous-estimer l'importance de ça. D'abord, cette idée monte dans le mouvement. Au moment des batailles sur les retraites, l'idée a monté. Par exemple, Attac a dit on va faire surcotiser les entreprises qui utilisent certains contrats. Le PS a fait un truc encore plus minime. Moi, je pense que c'est très important. Il faut faire un truc bien clair, massif, comme a fait Ambroise avec la cotisation, c'est-à-dire l'ensemble, masse salariale plus dépenses de formation. Pas prendre des petits trucs. Il faut que ce soit massif. Parce que des petits trucs, ça peut être contourné. Mais ça monte. Et c'est un chemin politique, parce qu'on emmène des gens en disant « mais nous nous intéressons à l'efficacité » pour augmenter la cotisation. Il ne suffit pas de dire, comme tout à l'heure Adrien Clouet l'a dit pour LFI, il suffit d'augmenter la cotisation. Comment on augmente sans tuer la poule aux œufs d'or, sans démolir? On va emmener les forces de la création et de l'activité. C'est une alliance sociale avec ceux, effectivement, qui veulent développer l'activité et une activité saine. Et c'est un modèle économique parce que ça a vraiment de l'avenir. C'est pas du one shot, un seul coup. Et ces deux leviers sont reliés parce qu'on veut, ça monte en régime et donc ça va permettre de faire diminuer la cotisation sur les revenus financiers puisqu'on veut les faire diminuer ces revenus-là. On veut taxer une assiette dont on veut qu'elle fonde. Donc l'autre élément, cette modulation pour augmenter la base d'activité est fondamentale. Et ça permettrait d'éteindre la CSG, sauf sur les revenus financiers des ménages. Je pense qu'il faut qu'ils contribuent à contribuer, continuer à contribuer, et d'en finir avec les exonérations de cotisations sociales, dont je pense qu'elles sont perverses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, des remarques conclusives. Ça va de pair avec la démocratie. Il faut en finir avec l'étatisation, avec les ordonnances de 67, qui réduisent un paritarisme à 50-50. Il faut une part dominante des travailleurs, mais aussi les autres usagers, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je pense qu'il faut une présence du patronat, mais il faut en discuter. Mais parce qu'il prend des décisions, le patronat. La modulation de la cotisation sociale, c'est sur les décisions du patronat et c'est sur la base patronale de la cotisation. Et deuxièmement, dans les entreprises, il faudrait justement, d'une démocratie nouvelle, poursuivre la modulation. Est-ce que vraiment ils ont augmenté les salaires? Est-ce que c'est pas pipeau, etc. Donc renvoyer. Voilà. 3 remarques conclusives. Dans l'histoire, il y a eu des déficits. Par exemple, de 1944 à 55, il y a un déficit de la sécurité sociale. Mais il ne faut pas l'appeler, à mon avis, déficit. C'est des avances pour se développer. Et après, on voit des excédents qui arrivent. Mais c'est important de l'avoir en tête. C'est ça. Ça, c'est l'apport commun des keynésiens et des marxistes. Et la CADES, qui est la chambre de remboursement, la caisse de remboursement, elle devrait se financer à 0% auprès du pôle public bancaire, voire de la BCE, et pas auprès des marchés financiers. Ça ferait déjà 2-3 milliards de moins, mais c'est sur le principe. Deuxièmement, très rapidement, le médicament, il pèse quand même sur les dépenses. Donc il faut travailler sur son prix, travailler sur la recherche, et même parce qu'il y a des médicaments un peu dont les effets sont minimes, mais ça, c'est pas directement la Sécu. Je pense que la grande question, c'est les entreprises, donc un pôle public du médicament, dénationalisation plus, si vous voulez. Pourquoi un pôle? Parce qu'il y a plusieurs morceaux. Par exemple, l'INSERM, c'est pas Sanofi. Sanofi, c'est pas la pharmacie des hôpitaux. Voilà, il y aura au moins plusieurs morceaux. Et par contre, la Sécu, en pilotage et en impulsion sur le prix du médicament. Et enfin, la question du chômage, dont Ambroise et quelques autres disaient ce devrait être dans la sécurité sociale. Mais nous sommes contre le chômage aujourd'hui. Même la CGT parle de sécurité sociale professionnelle. Sud parle d'une continuité de droit. Moi, je parle, avec le Parti communiste, de sécurité d'emploi ou de formation. Donc, le principe du chômage, nous ne l'acceptons pas. Nous pensons qu'il faut développer les capacités. C'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, ce serait être trop dans le rétroviseur de dire qu'il faut mettre le chômage dedans. Il faut, au contraire, un ensemble constitué d'un service public de l'emploi et de la formation, d'un rôle des banques, de nouvelles cotisations formation, etc. C'est autre chose. Donc distinct et articulé avec la sécurité sociale, mais un ensemble pour une sécurité d'emploi et de formation, une sécurité sociale professionnelle, une nouvelle étape qui contribue profondément à l'emploi pour une sécurité sociale du XXIe siècle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Florence. Oui. Bon, bonjour à tous déjà et à toutes, et merci de m'avoir invité à cette table ronde. Je me suis longtemps demandé pourquoi j'étais invitée, et comme c'est Daniel Lenoir qui m'a invitée et que le titre, c'est pour ça que c'était important pour moi, et quelle part des richesses consacrées à la sécurité sociale, je me suis dit que je devais être la Madame Richesse de la table ronde, et je vais essayer d'attraper la chose de ce côté-là.
Donc, dans quelle part des richesses consacrées à la sécurité sociale? Il y a deux mots, enfin, il y a trois mots importants. Il y a sécurité sociale d'un côté, richesse de l'autre. Alors, je vais revenir un petit peu sur ces termes, un petit peu comme Aurore tout à l'heure l'a fait d'ailleurs avec le terme sécurité sociale. Parce que la sécurité sociale, c'est quoi? C'est à la fois un dispositif, il en a été pas mal question dans la table ronde précédente, avec sa comptabilité, son circuit de financement, sa gestion, sa cogestion éventuellement. Mais c'est aussi un modèle social et c'est aussi un contrat social collectif, ça a été dit aussi, c'est aussi un mode de vie socialisé, mutualisé, c'est aussi des valeurs de solidarité, c'est tout ça la sécurité sociale. Et je pense que si on étrique le projet simplement en disant pour ou contre la CSG ou pour ou contre le renflouement de l'exonération des cotisations sociales, on peut pas tout à fait aller au bout de l'histoire. Et en fait, ce que je voulais dire ensuite, c'est que nous avons été liés à ce mode de vie socialisé qui couplait croissance économique et protection sociale pendant 80 ans, et en particulier pendant les 30 premières années, le compromis fordiste qui le qualifiait. C'est-à-dire le couple gain de productivité, rapport salarial, et dans le rapport salarial, il est entouré justement de toute cette protection sociale. Et ça a guidé le capitalisme pendant 30 ans. Et depuis, vous l'avez dit chacun à votre manière à la table ronde précédente d'ailleurs, mais depuis, ce capitalisme fordiste est totalement en crise. Alors vous l'avez dit en 75, en 80, mais en gros, on sent bien que quelque chose se passe. Et en effet, du côté de la productivité comme du côté de la protection sociale, il y a des éléments qui sont en crise. Il ne s'agit pas que d'un système comptable en crise. Ce qui est en crise aussi, c'est une volonté collective de maintenir ce modèle social, ce mode de vie socialisé et mutualisé. Il y a donc une crise symbolique, une objection libérale, comme diraient certains, et un régime idéologique qui rend ce système de plus en plus illégitime, et on sait à quel point les cotisations sociales ont été remplacées dans la sémantique par les charges sociales précisément autour des années 75-80. Et donc il faut toujours lier le régime idéologique et doctrinaire avec la sémantique qui est utilisée et avec le bousculement de ces institutions qui ont guidé un capitalisme qui est quand même largement en crise. Alors, en bon économiste conventionnel que je ne suis pas, on pourrait se dire la question du financement de la protection sociale dans le modèle de croissance très ralenti, c'est-à-dire le régime post-fordiste depuis les années 70, c'est depuis les années 70 qu'on est très ralenti en gain de productivité et même en croissance. Ça se pose donc depuis près de 50 ans. Ça date pas d'aujourd'hui, c'est pas depuis 5 ans, depuis 10 ans, ça fait 50 ans que la question se pose, et le déséquilibre, il est financé soit par la dette, soit par l'emprunt, soit par la réduction de la protection sociale, le grignotage des droits qui est très très effectif en fait partout, puisque depuis 30 ans que je vais dans la rue, c'est toujours pour récupérer des droits et jamais pour en acquérir de nouveaux, ou soit par le changement d'assiette ou des transformations dans les canaux de financement. Mais il faudra aussi, et je trouve que finalement Frédéric y a répondu un peu à sa manière, si on s'arc-boute pas, parce qu'on peut être nostalgique, mais le capitalisme fordiste étant derrière nous et aujourd'hui nous étant dans un capitalisme financiarisé, avec des lieux de décision mondialisés, avec des chaînes de valeur fragmentées, etc., eh bien, il faut penser un financement qui attrape le capitalisme financiarisé. De ce point de vue, penser une question de financement de ce bien commun qu'est la sécurité sociale à partir de là où il y a de l'argent, et en particulier sur les dividendes, me semble pas être une sotte idée, même si je n'irai pas plus loin que là dans mon qualificatif de ta proposition. Alors le deuxième point, c'était les richesses. De quelles richesses parlons-nous ? De quoi sommes-nous riches en fait ? Bon, on est déjà riche de notre sécurité sociale. C'est notre bien commun fondamental. Et ça, c'est pas simplement le volume des dépenses qui nous permettra d'en rendre compte. Je dis parfois que c'est un fait social total parce qu'on se rend même plus compte de ce que l'on a. Et c'est le jour où on l'a plus qu'on se rend compte de la richesse que c'était. Et depuis 5 décennies, il y a des tas de philosophes et économistes, comme vous le savez, Dominique Méda a été cité tout à l'heure à bon escient, qui interrogent la manière dont nous définissons la richesse, la valeur, ce qui compte vraiment. Alors comme je suis entourée de marxistes, ils vont me tirer
tiré à boulet rouge, mais ça n'a pas d'importance, je tiens bon. La conception dominante, elle reste toutefois quand même profondément croissantiste. Il n'en a pas été trop question ici, mais on a parlé quand même d'expansion de la masse salariale. Et c'est vrai que les pouvoirs de valorisation économique ont été très arc-boutés sur l'idée que l'accroissement du PIB serait la condition première du progrès social, de l'expansion de la valeur ajoutée et de tous les droits qui sont associés à la masse salariale. Or, on est, je l'ai déjà dit, dans un régime de croissance faible, extrêmement faible. Je rappelle qu'on s'enorgueillit aujourd'hui d'atteindre un 0,2 point de croissance par trimestre, ce qui correspond à peu près à l'épaisseur du trait de la convention de mesure. Donc en fait, on ne sait pas trop si on est à plus 0,2 ou moins 0,2, on est dans l'épaisseur du trait. Et puis par ailleurs, je rappelle aussi, et je vais étonnamment citer un économiste pas très orthodoxe, mais qu'il y a un certain nombre de vents contraires au retour à la croissance qui sont assez puissants. C'est Robert Gordon qui évoque cette idée de vent contraire, des gains décroissants de la démographie, de l'éducation. Et il ajoute un point très important qui a été évoqué entre nous, mais un peu en filigrane. Je prends en compte la table ronde précédente. C'est l'importance des inégalités économiques dans le ralentissement de la croissance. On voit bien que notre pacte de solidarité n'est plus du tout le même aujourd'hui, que notre horizon d'égalité sociale n'est plus celui des années 70. Et en tout cas, le peu de croissance annuelle qui est observé ces dernières années ont plutôt tendu à accroître les inégalités et la pauvreté. Bon, j'ai pas besoin de citer Piketty ou Zuckman, et aussi accroître la pauvreté. J'avais fait des petits calculs sur un coin de table au moment de la sortie des derniers chiffres. On est plutôt autour de 17,5 de taux de pauvreté au sens conventionnel de la mesure européenne. C'est un taux très supérieur à la moyenne européenne. Nous ne sommes plus un bon élève européen en matière de protection du risque contre la pauvreté du tout. Et d'ailleurs, aux États-Unis, évidemment, c'est encore pire. Je vais pas le dire. Mais je voudrais quand même ajouter, et ça sera mon dernier point, que Gordon, il oublie quelque chose de extrêmement essentiel, qui pour moi est l'éléphant au milieu de la pièce et qui est pas du tout évoqué ici ou à peine dans ces vents contraires, qui est l'impact joué par l'effondrement écologique sur nos systèmes économiques. La succession de gigafeux, de sécheresses, d'inondations, de confinements, tout cela a un impact direct sur ce que vous appelez la richesse au sens du PIB, sur la baisse de la production, sur le ralentissement des gains de productivité, voire sur le niveau de productivité, ou encore sur l'inflation, et partant inévitablement sur notre manière de devoir penser la protection sociale aujourd'hui et demain. Je sais que ça fait l'objet de la table ronde suivante, mais voilà, je sais parler que de ça, donc je parle que de ça. L'effondrement écologique dans ses multiples dimensions, dont le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité, obère toutes nos richesses en tant que patrimoine à préserver, mais il pèse aussi directement sur la croissance et sur les dépenses publiques et privées. Donc les problèmes que nous rencontrons depuis 50 ans, c'est un problème d'inégalité, de pacte de solidarité, mais aussi d'effondrement total de l'écologie, enfin de la qualité écologique de nos territoires. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça ? Évidemment, j'ai pas de grande réponse. Je suis pas Timothée Paric et donc pas totalement décroissantiste. Mais si, en tout cas, on accepte que la sécurité sociale, elle a toujours été articulée au travail et donc à ce que nous produisons, alors il faut aussi repenser ce que nous produisons et pas seulement repenser la sécurité sociale. Repartir des besoins, c'est pas simplement repartir des besoins pour la sécurité sociale, des besoins sociaux, mais c'est repartir des besoins dont nous avons besoin en tant qu'acteurs de la vie pour prospérer sans croissance, pour repartir des besoins fondamentaux pour le système productif. Et alors, on peut aussi, et à côté, et en articulation, penser les besoins de protection sociale par rapport à ce système productif. Donc, d'une certaine manière, je pense que je suis beaucoup plus radicale que vous, les marxistes, de ce point de vue-là, parce que je pense qu'il faut repenser l'ensemble de notre système de production. Alors, je vais continuer et revenir sur ta deuxième proposition, du coup, Frédéric, essayer de faire des ponts. De mon point de vue, moi je parle qu'à mon nom propre au fond, si on renonce à des productions nocives, l'agro-industrie intensive, les produits alimentaires délétères, les industries destructives de biodiversité,
Ça permettrait d'éviter d'accumuler des richesses négatives qui dégradent la santé, la qualité de vie, le bien-être. Il y a Nathalie Wallenhorst, dont je vous conseille vraiment que je vous conseille d'écouter et de lire, qui évoque bien ces choses, tout comme Éloi Laurent, en faisant le lien extrêmement étroit entre cet effondrement écologique et les zoonoses, les cancers, les maladies cardiovasculaires, les perturbateurs endocriniens, les maladies mentales, au fond des tas de choses de la sécurité sociale. Tout autour de la sécurité sociale. Donc cet éléphant au milieu de la pièce, je suis quand même surprise. Bon, j'en veux à personne, hein, je suis aussi véhémente qu'à la précédente, mais que ça ne soit pas au cœur de l'ensemble de ce que nous évoquons. Et donc moduler les taux de cotisation sociale, peut-être que c'est une bonne idée, mais pas seulement sur le critère de l'emploi, mais sur le critère de l'emploi pour faire quoi ? Pour quel type d'activité ? Si on commence pas à avoir ces conditions de critères, mais en fait, on est dans une fuite en avant qui est pas plus intéressante que la fuite en avant d'avoir des points de croissance pour pouvoir avoir des points de sécurité sociale pour permettre de soigner les gens qui, à cause des points de croissance, sont finalement de plus en plus malades. Et donc, du point de vue de la protection sociale, de telles réorientations, elles n'impliqueraient pas nécessairement la fragilisation de l'État social, bien au contraire, elles pourraient constituer un levier central de sécurisation des transitions. Alors on a parlé du fait qu'il manquait peut-être une branche, un 5e risque autour du vieillissement. J'ai aussi fait des travaux là-dessus, mais j'ai pas eu l'occasion de vous dire ce que j'en pensais. Mais famille monoparentale, les pompes funèbres, c'est peut-être intéressant, mais à mon avis, c'est plus secondaire. Mais en tout cas, penser une nouvelle protection sociale écologique, c'est à mon avis absolument fondamental, parce que il y a des effets physiques du changement climatique qui ont des incidences sur les risques sociaux extrêmement importants. Et il y a un rapport d'information du Sénat de 2022 qui a été assez limpide de ce point de vue-là. Et l'idée de la protection sociale écologique que je cite d'Éloi Laurent, il ne s'agirait pas tant d'assurer des accidents individuels que de produire vraiment cette nouvelle sécurité collective dont nous avons besoin. Et je garde ma conclusion pour tout à l'heure. Merci. Tout d'abord, simplement une petite précision, puisque Florence nous a interpellés. Personnellement, moi, je ne suis pas marxiste. Ça ne veut pas dire que je ne considère pas Marx comme un grand bonhomme et une référence, mais voilà. Ça permet peut-être de commencer sur des bonnes bases. Alors ensuite, je vais peut-être commencer par un point qui n'a pas du tout été abordé, sauf au détour d'une phrase par Hélène Pithiviers hier lors du débat, qui est la question de la démographie. Bon. Parce que vous avez peut-être vu que ça a fait quelques titres des journaux, que pour la première fois en France, entre mai 2024 et mi-2025, le nombre de décès a été supérieur au nombre de naissances. Bon. Ah, oui, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, absolument. Depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc bon, et ce qu'on voit, bon, alors ça, sur le nombre de décès, c'était absolument prévu, et c'est la génération du baby boom en fait qui est en fin de vie et qui disparaît peu à peu. Bon, par contre, sur le nombre de naissances, c'est là où il y a la vraie interrogation. Et il y a beaucoup d'incertitudes sur cette affaire-là. Si on regarde ce que les démographes appellent l'indice conjoncturel de fécondité, cet indice conjoncturel de fécondité baisse maintenant année après année. Qu'est-ce que c'est que l'indice conjoncturel de fécondité ? C'est le fait que si on prend, par exemple, en 2024, si toutes les jeunes filles de 15 ans en 2024 avaient le même comportement fécond tout le long de leur vie féconde, c'est-à-dire jusqu'à 50 ans, elles auraient en moyenne un taux de fécondité de 1,62 enfants, ce qui est l'indice conjoncturel de fécondité en 2024. Bon. Sauf que, évidemment, personne n'en sait rien si elles vont avoir tout au long de leur vie ce même comportement. D'où l'importance d'un autre indicateur qui est l'indicateur du taux de descendance finale qui considère en fait le nombre effectif d'enfants que les femmes ont eu
génération après génération. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que contrairement à l'indicateur conjoncturel de fécondité, ce taux de descendance finale, lui, est stable. Bon, on a aujourd'hui, le dernier chiffre date de 2024, c'est 2 enfants, 0,2 par femme. Bon, et ce chiffre est stable. Bon. Pourquoi cette affaire-là est importante? Parce que, en fait, le nombre d'enfants à naître détermine le nombre d'actifs qui seront. Et on sait que la sécurité sociale, la protection sociale est financée par les actifs, en particulier par les actifs occupés. Bon. Et il faut voir que déjà, il y avait eu un problème sur cette affaire-là, puisque l'INSEE, en 2007, avait dû réviser toutes ses projections démographiques, puisqu'il se basait sur l'indice conjoncturel de fécondité qui, là aussi, baissait depuis pas mal de temps. Bon, mais le taux de descendance finale, lui, était stable. Et ces projections démographiques de l'INSEE avant 2007 étaient totalement apocalyptiques et avaient entraîné toute une série de rapports, dont le livre blanc de Rocard en 1990, le rapport Charpin en 1999 et plein d'autres. Et l'INSEE avait dû revenir sur ces projections démographiques. Bon. Donc aujourd'hui, le premier point que je voulais soulever, c'est ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a une incertitude sur les évolutions démographiques en France, mais il faut intégrer qu'il y a une tendance lourde au niveau européen de baisse de la natalité qui est extrêmement forte, dans laquelle la France, pour le moment, avec l'Irlande, était une exception, mais en fait, est-ce que maintenant la France va rattraper, entre guillemets, la tendance lourde des autres pays européens, ou est-ce qu'elle va rester une exception? C'est un grand point d'interrogation et personne aujourd'hui ne peut réellement répondre à cette question. Ça c'est la première incertitude. Deuxième gros problème, qui renvoie à ce qu'a dit Florence, que je partage, c'est sur la question de la croissance. Bon. La protection sociale était fondée sur l'idée que, année après année, il allait avoir une croissance importante et donc, suivant l'expression de l'époque, on allait partager les fruits de la croissance. Bon. On s'aperçoit que non seulement aujourd'hui la croissance est tendanciellement très faible, dans la logique même du capitalisme financiarisé, mais que surtout de notre point de vue, on ne peut pas se baser sur l'idée d'une croissance continue, infinie, ad vitam aeternam, pour des raisons qui renvoient aux impératifs écologiques. Et que si on décide de produire moins de produits inutiles, de produits nuisibles, et plus de produits utiles ou une alimentation de qualité, par exemple, on ne peut pas dire à l'avance si le PIB décroîtra ou croîtra. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelque chose dans lequel on ne peut pas aujourd'hui simplement le dire. Bon. Donc c'est un deuxième élément d'incertitude. C'est-à-dire que non seulement nous sommes dans une logique du capitalisme financiarisé qui tendanciellement a une croissance faible, mais en plus de notre point de vue, je veux dire, comme il faudra s'engager dans une décroissance maîtrisée d'un certain nombre de produits et de biens nuisibles et inutiles, et en même temps faire croître toute une série de choses qui devront croître, quel sera le résultat en matière de valeur économique créée, c'est aujourd'hui impossible à dire. Bon. Troisième point qui est en rapport avec ça, c'est la question des gains de productivité qu'a aussi évoqué Florence. Bon. Historiquement, les gains de productivité dans les années 50, 60, c'était à peu près 5,5% par an. Aujourd'hui, on en est à 0,8, 0,7 à peu près. Bon. Et après la crise du Covid, la productivité nette a baissé. Ce n'était pas seulement une baisse de la croissance de la productivité, c'est la productivité elle-même qui a baissé pendant 1 an ou 2. Bon. Donc l'idée sur laquelle on était basé auparavant et sur lequel, avec d'autres, on a écrit beaucoup de choses sur le partage des gains de productivité, etc., cette idée-là qu'on pourra s'en sortir, même si la population active diminue,
par le partage des gains de productivité est une idée qui aujourd'hui a pris un coup dans l'aile. Voilà, hein, c'est-à-dire que et c'est d'autant plus difficile de partager des gains de productivité que ceux-ci sont faibles. Hein, c'est plus facile de partager 5% de gains de productivité que d'en partager 0,8. Bon. Donc, on a des problèmes qui sont des problèmes majeurs de ce type-là. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de marge de manœuvre, bon, mais on a des problèmes majeurs qui renvoient au fait que on s'attaque maintenant au dur du point de vue des capacités de financement. Bon. Au sens où, quand on avait une croissance économique forte, quand on avait des gains de productivité importants, le compromis avec le capital pour le partage des gains de productivité ou le partage des gains de la croissance sur la base de rapports de force, etc., c'était relativement simple. Bon. Quand non seulement les rapports de force sociaux sont très dégradés, comme nous le constatons, et qu'en plus les conditions économiques ont radicalement changé, on voit qu'on a quand même des problèmes importants à traiter. Bon. Alors, venons-en maintenant plus précisément à la question du financement lui-même. Bon, tout d'abord sur cette affaire cotisation-impôt, qui pour moi, je le dis comme je le pense, relève de la métaphysique. Voilà. Bon, pourquoi ? Parce que d'abord, même si c'est une banalité de le dire, toutes, que ce soit les impôts ou les cotisations, sont un prélèvement sur la richesse produite par le travail. Voilà. Bon, hein, c'est peut-être ce qui me reste de mon marxisme, mais bon, voilà, ça c'est clair. Bon, donc il y a deux façons, bon, de répartir la richesse produite. La première façon, c'est lors de ce qu'on appelle la formation des revenus primaires, c'est-à-dire c'est le partage salaire-profit dans l'entreprise. Bon. Donc là, il faut agir là-dessus, et on sait qu'il y a eu une baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée créée dans les entreprises. Hein, il y a une étude récente pilotée, dont Jean-Marie Haribé, qui est intervenu hier, a été un des auteurs, des économistes atterrés, bon, qui a dit qu'on pourrait récupérer 5 points de la valeur ajoutée par rapport à la dégradation de la part salariale dans la valeur ajoutée. Bon. Donc ça, c'est une première façon de répartir la richesse produite, c'est dans le partage salaire-profit. La deuxième façon, c'est une fois que les revenus primaires sont formés par la fiscalité. Et la fiscalité, comme lors de la formation des revenus primaires, c'est un prélèvement sur la valeur ajoutée créée, produite par les salariés, par les travailleurs, par ceux qui travaillent. Bon. Donc c'est pour ça que je pense que le débat, dans l'absolu, entre cotisation et impôt, me paraît un débat, voilà, j'ai employé le terme métaphysique, je ne le renie pas. Mais dire ça, ça ne veut pas dire que toute forme de prélèvement est équivalent. Hein, et je vais les prendre un par un. Bon, les cotisations sociales. D'un point de vue macroéconomique, la différence entre cotisation sociale et entre cotisation salariale et cotisation patronale n'a aucun sens. Mais du point de vue individuel du salarié, ça a beaucoup de sens. Donc si on dit on augmente les cotisations salariales, ça a une conséquence de baisser le salaire net. Bon, donc voilà, on ne peut pas être pour l'augmentation des cotisations en général, de la cotisation sociale en général, il faut être au moins pour l'augmentation des cotisations patronales. Bon, et donc un nouveau partage dans ce cadre-là de la valeur ajoutée entre le salaire et le profit. Sur les impôts, bon, ça a été dit tout à l'heure, la TVA, c'est le pire, hein, de la chose possible. Je n'y reviens pas, ça a été développé. C'est un impôt profondément injuste, bon, qui pèse sur les classes populaires. Hein, pour simplement un chiffre, hein, que vous ayez, le taux d'effort, c'est-à-dire le rapport entre la TVA dépensée et le revenu, donc le taux d'effort pour les classes populaires est de 10%. Pour les 10% les plus pauvres, est de 12%, et pour les 10% les plus riches, c'est de 5%. Bon. Donc, on voit bien que la TVA pèse beaucoup plus fort, hein, sur les classes populaires, sur les plus pauvres. Et en plus, autre inconvénient, c'est un impôt volatile, hein, dont le rendement est volatile parce qu'il est très sensible
à la conjoncture, puisque c'est un impôt sur la consommation. Et une des causes de l'augmentation du déficit de la sécurité sociale en 2023, c'est justement la baisse des recettes de la TVA. Et comme la TVA finance en partie, même de façon minime, la sécurité sociale, ça a eu des conséquences sur le déficit. Donc, exit la TVA, et en particulier, il faut évidemment combattre frontalement toute idée de TVA sociale, qu'en fait une idée de TVA antisociale et qui vise à remplacer les cotisations sociales par la TVA. C'est une idée qui revient régulièrement dans le débat public et qu'il faut évidemment combattre frontalement. Sur la CSG, on peut être pour ou contre l'instauration de la CSG. À l'époque, personnellement, j'étais contre, voilà. Mais aujourd'hui, on est dans une situation qui est une situation donnée. Donc il faut faire avec. Je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui revenir sur l'instauration de la CSG. Par contre, la CSG a des défauts. Et son premier défaut, c'est qu'elle est générée à 90% par les revenus d'activité ou les revenus de remplacement. Ça, c'est un problème majeur. Donc il faut, première mesure à mon avis sur la CSG, faire en sorte que les revenus du capital, les revenus du patrimoine contribuent plus qu'aujourd'hui à la CSG. Donc il y a une nécessité d'une réforme de la CSG. Sur la CSG, toujours, il y a une nécessité, de la rendre plus progressive qu'elle est aujourd'hui. Il y a des taux différenciés, mais on peut multiplier les taux. C'est pas anticonstitutionnel, comme j'entends de temps en temps. C'est tout à fait possible de mettre en œuvre une CSG qui soit en fait une CSG dans la pratique progressive. Ensuite, ça a été évoqué à plusieurs reprises. Mais il faut avoir conscience que c'est un impôt. C'est effectivement faire cotiser les dividendes. On peut dire que c'est une cotisation, pour employer le terme cotiser, mais ça veut dire que c'est un impôt. Voilà. On taxe les revenus financiers. Je suis tout à fait pour taxer les revenus financiers, mais en même temps, comme on est pour faire baisser les revenus financiers, il faut avoir ça. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre sur cette affaire-là. Oui, mais je ne te mets pas en cause, mon cher Frédéric. Je pense qu'en fait, la méthode la plus simple serait effectivement d'augmenter les cotisations patronales. Voilà. Ça demande un rapport de force, qu'un rapport de force important, mais tout aujourd'hui demande un rapport de force important. Pour avoir grappillé quelques milliards pour financer leur retraite, qu'on n'a d'ailleurs pas eu, ça demande des mobilisations absolument immenses. Donc, le problème, c'est un problème de rapport de force, mais tout, effectivement, est un problème de rapport de force. Un petit mot sur je conclus alors. Non, mais je conclus. Je conclus. Pour conclure très vite, je pense qu'il faut se poser la question du financement de la sécurité sociale dans un cadre plus large de financement de ceux dont nous avons besoin. Nous avons besoin de financer la transition, la bifurcation écologique, ça demande des investissements massifs. Nous avons besoin de remettre à niveau notre système de santé, tous nos services publics, etc. Et tout ça demande des financements nouveaux et massifs. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut avoir deux règles. C'est que les dépenses courantes doivent être financées par les recettes courantes et que les investissements d'avenir doivent être financés par l'emprunt. Ce qui signifie arrêter de diaboliser la dette, premièrement, et deuxièmement, sortir la dette des marchés financiers, de l'emprise des marchés financiers, ce qui évidemment ouvre à un autre débat. Là, on a un peu comme la table ronde précédente, mais encore plus, un peu mélangé les différents registres. Donc, on va essayer de démêler tout ça. Monsieur, vous vouliez la parole? Oui, avec un micro. Oui, bien sûr. Le voilà. Il est quelle heure, là? Il est midi 20, ça va. On a 40 minutes. On fait 30 minutes la salle. Et puis, j'ai entendu ça à gauche, à droite. Là, ça réagissait sur les uns et les autres. Donc, on reviendra à la table pour vous répondre et pour que nos intervenants puissent réagir sur ce qu'ils ont entendu, y compris
à cette tribune. Allez-y, monsieur. Oui, Alain Baupin, je suis médecin et j'anime l'Institut Jean-François Ray, l'organisation de recherche en soins primaires des centres de santé. Alors, voilà, jusque-là, ça allait. Très bien, très Voilà. bien. Donc, je disais centre de santé et recherche en soins primaires. Je voudrais répondre à l'invitation à partir des besoins, parce qu'on a parlé financement. Et il y a une question qui peut se poser quand on paye quelque chose, c'est qu'est-ce qu'on paye, qu'est-ce qu'on achète. Aujourd'hui, on voit que la connaissance qu'on peut avoir du produit, elle est extrêmement parcellaire et la plupart du temps fausse. L'assurance maladie dit je suis un, enfin elle le dit pas comme ça, mais est un payeur aveugle. Sur la T2A aujourd'hui, c'est une facture. C'était un PMSI au lancement, c'était pour décrire les actes médicaux. Sur la médecine de ville, on ne sait pas le décrire. Et il y a des expérimentations. L'article 51, ça a été la loi de financement de la sécurité sociale de 2018 pour changer le paiement à l'acte et le remplacer par des paiements au forfait et par des paiements à la qualité. On est dans ces expérimentations-là. Ce qu'on voit, c'est que l'assurance maladie, quand le paiement change de modalité, il ne voit plus passer des actes, il voit des forfaits, il paye des forfaits à l'année aux patients inscrits médecin traitant. Gros malaise, je ne sais plus ce que je paye. Et donc je vais me faire disputer par la Cour des comptes, puisque la 6e chambre de la Cour des comptes ne regarde que les comptes, ne regarde que les actes. Quand on va les voir en leur disant, regardez, intéressez-vous à ce qu'on fait. Vous voyez les dérives dans les centres de santé lucratifs, la privatisation, la financiarisation. Ben oui, mais nous on voit passer les factures et c'est tout, elles sont bonnes. Donc, je voudrais rebondir sur la réponse qui m'a beaucoup intéressé de Bruno Palier sur la dépendance. Vous avez fait une réponse toute simple qui est de dire on va donner de l'argent, mais ils vont faire comment, etc. Vous avez dit il faut faire des services. Nous, au niveau des organisations représentatives des centres de santé, on pose l'hypothèse qu'il y a place, comme il y a un service public hospitalier, pour un service territorial de santé. Une fois qu'on a dit ça, c'est comment on l'organise. Alors on a des idées assez précises, mais comment on le finance? Pourquoi n'irions-nous pas jusqu'à, et là j'attire votre attention, c'est des hypothèses que je formule seulement, pourquoi n'irions-nous pas jusqu'à changer le mode de tarification et au lieu de tarifer à des actes, enfin des choses extrêmement imprécises, gourmandes en énergie, et toujours fausses, toujours détournables, ou suspectes d'être détournés, pourquoi ne payons pas en fonction du... On sait que dans les déserts médicaux, on a besoin de médecins. Il faut un médecin généraliste pour 1000 patients inscrits médecins traitants. On peut trouver des normes sur les infirmières, l'auxiliaire 2 sur l'accompagnatrice. On sait trouver dans un centre de santé, alors je ne vais pas faire de la pub pour notre Premier ministre actuel, mais quand il a annoncé des maisons France Santé, c'était dans un territoire, la Saône-et-Loire, qui a développé des centres de santé départementaux qui fonctionnent extrêmement bien. Et aujourd'hui, une vraie question, c'est que on sait ce qu'on fait, on sait les moyens qui y sont consacrés, on ne sait pas le mesurer en termes de quel est le produit, les outcomes, etc. Pour des économistes, voilà, on a plein de questions. Quand on commence à regarder là-dedans, on voit qu'on va nulle part. On pourrait le développer, mais c'est pas le lieu. Donc voilà, je vous pose la question, est-ce qu'on peut pas raisonner différemment? Quelle est votre proposition? Vous commenciez à le dire, puis vous avez pris des chemins. Au lieu de l'assurance maladie, aujourd'hui, tarifie des actes. Pourquoi ne tarifions pas des postes? Un poste de médecin, un poste d'infirmière, un poste dans des bassins de population. En soins primaires, je parle, je ne parle pas à l'hôpital, c'est tout à fait différent. Encore qu'à l'hôpital, on a compris votre proposition. Encore qu'à l'hôpital, on a vu apparaître le nombre d'infirmières par lit comme unité de mesure. Bien plus simple que toutes les... Très bien, merci monsieur. Il y avait... J'hésitais à intervenir après ce qu'a dit Bruno Palier, mais je vais quand même le faire. Parce que... Alors, c'est un point de vue qui est celui d'un haut fonctionnaire qui a géré, mais dans les caisses, la sécurité sociale. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que depuis très longtemps, ça a commencé bien avant Emmanuel Macron, mais ça s'est beaucoup accentué avec Emmanuel Macron, c'est que la variable fondamentale de fixation en matière de sécurité sociale, qui gère notamment à fixer l'ONDAM, etc., c'est le rapport entre les prélèvements obligatoires et le PIB. C'est la variable fondamentale. Et c'est celle qui explique d'ailleurs pour laquelle, qui explique pourquoi
on n'a pas développé la dépendance parce qu'il faudrait la branche dépendance, parce qu'il faudrait mettre au moins entre 10 et 20 milliards, enfin bon, c'est à la louche parce que ça dépend du taux d'encadrement et puis aussi des modes d'accompagnement, mais enfin c'est entre 10 et 20 milliards. On aura le même problème pour le développement des soins palliatifs, puisqu'il faudrait, pour que tout le monde ait accès aux soins palliatifs, il faudrait 2 à 3 milliards. C'est aussi pour ça que, je l'ai expliqué hier, que je parle de l'ONDAM là, on a pendant 10 ans fait une pression excessive sur les tarifications des hôpitaux qui a conduit à la baisse des salaires, enfin la baisse relative des salaires des soignants, qui a dû être récupéré avec un Ségur de la santé qui ne récupère qu'en partie, qui n'a pas été intégré dans l'ONDAM, ce qui explique l'essentiel du déficit de l'assurance maladie aujourd'hui. Enfin, j'en passais des meilleurs, et c'est vrai aussi pour les réformes des retraites, c'est vrai pour le reste. Alors pourquoi je dis ça, c'est que ça, personne n'en parle jamais, y compris quand on débat du PLFSS. Alors c'est une donnée macroéconomique majeure, c'est la ligne bleue des Vosges des gouvernements sociaux-libéraux, néolibéraux, etc. Et derrière ça, il y a 2 variables. Il y a une variable qui s'appelle les prélèvements obligatoires, elle est purement conventionnelle. Quand on transfère de la dépense de l'assurance maladie obligatoire vers les complémentaires, en fait, on passe d'un prélèvement obligatoire à une dépense contrainte. C'est pareil, mais c'est moins efficace en termes de remboursement. Voilà. Et puis en plus, par ailleurs, les complémentaires sont soumises aux directives assurance, donc il y a un phénomène concurrentiel. Et donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, enfin, c'est des débats qu'on a déjà eu avec Florence, c'est la variable, ce qui est au dénominateur, c'est le PIB. Or, on sait très bien que ce PIB, il intègre des dimensions... Enfin, il n'intègre pas les externalités négatives, pour parler rapidement, etc. Et il n'intègre pas l'ensemble de la richesse. C'est pour ça que je pense que le débat sur la nature de la richesse est très important. Et bon, je dis ça parce que j'ai pas de solution, mais ça s'adresse à l'ensemble des intervenants. Je crois qu'il y a vraiment un travail d'économie politique à faire pour sortir de cette impasse, parce que Florence l'a rappelé, mais vous l'avez dit, il y a un régime de croissance qui a changé, donc le PIB, qui est la traduction de ce régime de croissance, eh bien, il évolue plus. Les besoins, eux, de toute façon, ils poussent, j'ai pu constater, et donc ils sont financés par cette catégorie qu'on appelle prélèvement obligatoire. C'est une impasse dans laquelle on ne sort pas, et même les périodes où la gauche a été au pouvoir, elle a essayé d'en sortir, mais c'est très difficile, c'est très difficile. Et ça explique aussi en partie le déficit, parce que de toute façon, la dépense augmente plus vite que la croissance du PIB. Enfin, c'est à la fois une interrogation et une question à l'ensemble du panel, parce que je trouve qu'on travaille pas assez sur ces sujets-là. Peut-être qu'il faudrait avoir un autre indicateur, je sais que Florence n'est pas d'accord, chiffré pour le PIB, enfin, en tout cas, il y a encore des travaux. Ça serait, enfin, voilà. Oui, je voudrais inciter effectivement à poursuivre la réflexion et puis inciter Florence à développer les choses qu'elle a pu dire par ailleurs sur ce qu'on conçoit comme la richesse, ce qu'on conçoit comme la productivité et comment on la mesure. Donc c'est vraiment inspiré par les travaux de Florence, mais ça me ramène à la proposition de service. On parle comme si on était capable de mesurer la productivité du travail aujourd'hui. Moi, à ma connaissance, on est capable de mesurer combien un ouvrier ou un cadre de l'industrie manufacturière produit de biens en 1 heure. Et on croit que c'est la bonne mesure de toute la productivité. Mais je rappelle qu'il y a 10% d'emplois dans l'industrie manufacturière, 90% dans les services. Et de Baumol à Gordon ou à Summers, on dit qu'on ne sait pas mesurer en fait la productivité des services. Ou à Gadret, voilà, exactement. Et qu'on ne sait pas le faire, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais simplement, il y a une des choses, et c'est pour ça, moi je m'appuie beaucoup sur les travaux de Florence, hein, la chose que on n'est pas encore capable de mesurer, mais il est temps qu'on s'y mette, c'est ce qui est au cœur de l'activité de service, c'est la qualité du service rendu. Et si on mesurait ça, on ferait des différences entre Orpea et une maison de retraite publique, d'une part, et d'autre part, on verrait de la richesse ailleurs que là où on croit qu'elle se situe. Alors, en attendant que Florence ait gagné la partie et qu'elle impose des mesures de richesse, moi, je propose, c'est pour ça, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, qu'on fasse la même chose que ce qu'on a fait
au XIXe siècle, c'est de considérer qu'on ne sait peut-être pas mesurer la productivité de l'éducation ou de la santé, mais on sait son utilité collective, donc service public. Et d'où l'argument de dire, voilà, il y a un certain nombre de métiers dont on a pu mesurer l'utilité collective essentielle, le mot est lâché pendant le Covid, qui sont pourtant les plus mal rémunérés, les plus mal considérés, et une grande partie d'entre eux, et d'entre elles surtout, paf, service public. Puisque nos économistes néoclassiques nous prétendent qu'il n'y a pas de productivité dans ces secteurs-là, qui coûtent trop cher encore malgré les exos, eh bien, si on considère que la prise en charge de la dépendance serait mieux prise en charge et mieux financée par un service public, on pourrait le faire. Je rappelle le raisonnement que j'avais tout à l'heure. Les exos sont compensés par de la dépense publique au titre de « on met de l'argent public pour financer de l'emploi ». Les exos, c'est pour favoriser la création d'emplois. Les évaluations montrent que ça ne crée pas d'emploi, ou alors ça crée un... Donc, puisqu'il y a cet argent pour financer l'emploi, pourquoi ne pas l'utiliser directement pour financer directement de l'emploi? Une infirmière, ça coûte 36 000 € par mois, non pas, et pas 120 000. Donc, voilà, c'est ça le raisonnement. Et le raisonnement, c'est dire, on met de l'emploi en face d'un financement public. Pourquoi on le fait? Parce qu'il y a une utilité collective et parce qu'on gage beaucoup d'argent dans les exos qui ne débouchent pas sur l'emploi, ou alors un coût faramineux. Bon, je vous propose d'adapter la proposition initiale de faire, vous, la salle, puis nos interlocuteurs, le retour. Ils font un retour. Si vous avez de nouveau des questions, vous reviendrez. Mais là, vous avez posé beaucoup de questions, dit déjà beaucoup de choses qui mériteraient réaction. Je ne sais pas, Frédéric, Florence. Je ne sais pas, mais peu importe. Mais de toute façon, et je vous promets qu'il y aura de nouveau un retour pour vous. Bon, le problème, c'est que ce sont des questions compliquées. Bon, les questions de productivité, est-ce que c'est la richesse? Bon, il y a des débats absolument importants là-dessus et des divergences importantes, y compris entre les économistes hétérodoxes. Bon, donc, ça va être compliqué de les trancher là. Alors, bon, on connaît tous les limites du PIB, ok. Bon, mais ça ne résout pas, d'aligner les limites du PIB ne résout pas notre problème. C'est-à-dire que le PIB n'est pas fait, n'est pas construit pour mesurer la qualité des services ou des biens produits. Bon, c'est pas ça son objet. Bon, donc reprocher au PIB ça a assez peu de sens. Bon, voilà, qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas produire des biens de qualité, etc. C'est un autre sujet. Bon. C'est-à-dire que et il faut des indicateurs, construire des indicateurs qui permettent de faire ça. Bon. Mais on ne peut pas demander au PIB de mesurer la qualité des biens et des services produits. Voilà. Ça, ce n'est pas possible. Bon. Alors, donc là, il y a un point de désaccord. En fait, il le fait. Non, il le fait. Bah, non. Non, mais vas-y. Mais je reprendrai après. Non, je reprendrai après. Je le reprends après. Bon, bref. Non, mais dommage parce que je pense qu'à un moment donné... Oui, mais ça me permet peut-être d'y répondre. Bon, bref. Bon, enfin, c'est pas grave. Allez. Ensuite, sur la productivité, ça mesure la valeur monétaire des services et des biens divisée par la quantité de travail. Voilà. Et ça, on est capable de la mesurer dans les services et dans l'industrie, etc. Bon, donc le fait qu'il y ait une baisse de la productivité est quelque chose. Il y a un débat parmi les économistes pourquoi il y a une baisse de la productivité, etc. Bon, je veux dire, mais en tout cas, c'est pas vrai qu'on ne peut pas mesurer la productivité dans les services. Bon, excusez-moi, je suis pas d'accord avec ça. Voilà. Là-dessus, je pense qu'en l'occurrence, Jean-Marie Harribey, dans sa polémique avec Jean Gadret, a tout à fait raison. Alors, je vais reprendre, donc je vais répondre tout de suite sur la question de la productivité. Alors moi, je suis en accord plein et entier avec Bruno Palier de ce point de vue-là.
La productivité, c'est un concept très industrialiste qui a été élaboré entre les deux guerres et surtout mis en place après la Deuxième Guerre mondiale, concomitamment au PIB, et qui visait à essayer de capter dans quelle mesure les ouvriers en particulier, les salariés de manière plus générale, arrivaient à produire en quantité plus pour le même temps de travail ou la même chose pour un temps de travail plus réduit. Mais évidemment, dans un système où, en effet, 80% de ce qui est produit sont des activités de service, la notion de productivité a perdu largement son sens. Mais c'est pas pour autant. Alors, et tu dis, je vais essayer de le prendre dans l'ordre. Tu dis, Bruno, il faut le remplacer par quelque chose qui soit plutôt de l'ordre de la qualité. Et en effet, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est plus croître en quantité, mais croître en qualité et en durabilité. On peut le dire comme ça, éventuellement. De ce point de vue-là. L'INSEE, je me porte vraiment en faux sur ce que tu dis, Pierre. L'INSEE, dans la croissance économique, capte la qualité de ce qui est produit. Elle le capte pas par le PIB en valeur, mais par la croissance économique et le PIB en volume. La preuve en est, c'est qu'elle a un mal fou. Alors je dis pas qu'elle sait bien que l'INSEE, c'est qu'il sait bien le faire, mais je dis qu'en tout cas, il essaye de faire un partage prix-volume, que tout le monde connaît, qui est la chose la plus difficile à faire en comptabilité nationale. Mais dans le volume, j'insiste là-dessus, dans le volume, il y a deux éléments. Il y a l'élément de la qualité et l'élément de la quantité. Alors on peut s'étonner de savoir pourquoi l'INSEE, un jour, a préféré utiliser le terme de volume pour rendre compte à la fois d'un indice de quantité et de qualité. Et l'une des grandes raisons en est qu'évidemment, la qualité, si on va sur ce terrain-là, elle relève d'intersubjectivité. La qualité pour vous n'est pas la qualité pour moi. Or, évidemment, l'INSEE s'enorgueillit d'avoir des mesures extrêmement objectives de ce qu'il produit. Alors, on le voit pas tellement quand on travaille sur les conventions de mesure du PIB ou de la croissance économique, mais on le voit énormément sur la mesure de l'inflation. Parce que, je vais pas faire un cours, mais je vous demande de me croire sur parole, mais pour mesurer l'inflation, l'INSEE est obligé de travailler toutes choses égales par ailleurs en quantité et en qualité. Et en fait, il revient au département des prix de l'INSEE d'essayer de capter ce qu'est l'évolution de la qualité des biens. Et donc il le fait. Et vraiment il le fait. Mais il le fait très très mal parce qu'en fait il n'a pas de bonnes conventions. Au fond, pour être sur des bonnes conventions de qualité, il faudrait remettre de la démocratie sociale dans l'INSEE ou de la démocratie d'organisations intermédiaires qui viendraient chacune dire les salariés, les patrons, les consommateurs, qui viendraient dire quel est leur point de vue sur la qualité et on aurait des compromis temporaires autour de ce que c'est évidemment. L'INSEE étant un très gros bateau, c'est pas demain la veille. Alors, dernier point, et pour faire le lien avec Alain Bopin qui est intervenu sur les centres de santé. Au fond, la qualité du service, elle est partout dans les mesures de performance de la santé. Et c'est toujours un échec. La T2A, c'est déjà une mesure pour attraper la qualité. Les tarifs à l'acte. Les postes de médecins, on va vous renvoyer tout de suite, si vous dites un poste de médecin pour 1000 patients, on va vous dire, ah oui, mais il y a des patients plus ou moins complexes. C'est aussi finalement une manière de vouloir capter la question de la qualité. Et donc c'est une question qui est quand même à la fois infinie et pas si simple que ça à résoudre. Et est-ce qu'on peut la résoudre, et je reviens à ton point sur l'utilité collective. Est-ce qu'on peut la résoudre par l'utilité collective? Tu dis, comme on ne sait pas très bien ce qu'on produit ni comment on le fait, finalement, on sait qu'on a de l'utilité collective, alors mettons en place des services publics. Alors déjà, il faut avoir des bons rapports de force pour pouvoir faire ça. Et comme disait quelqu'un tout à l'heure, on ne peut pas raisonner simplement sur un débat d'idées. Il faut savoir quelles sont les conditions institutionnelles, politiques, idéologiques qui permettent aujourd'hui de créer des nouveaux services publics. C'est pas gagné. Mais au fond, il y a un autre acteur qui le fait de manière plus dégradée, parce qu'avec moins de moyens, ce sont les associations. Et les associations, on passe son temps à leur demander de prouver quelle est leur utilité sociale. Et là, franchement, encore une fois, ce sont des usines à gaz
Donc, tu vois, j'ai pas vraiment la réponse parce que je regarde de l'intérieur comment ça se passe. Ce sont des usines à gaz et parfois les indicateurs sont extrêmement performatifs. Je donne un tout petit exemple. Dans l'insertion par l'activité économique que je connais plutôt pas mal, au fond, on leur dit, votre utilité sociale, elle doit se mesurer par le taux de retour en emploi dans les 2 ans qui suivent le passage par l'insertion par l'activité économique. Bon, qu'est-ce que font les acteurs et c'est conditionnel à leur financement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils trient les publics à l'entrée. Et donc, ils trient les publics à l'entrée, ils prennent les personnes les moins inemployables pour être certains derrière. Et donc, la performativité des indicateurs d'utilité sociale et d'utilité collective est vraiment très problématique. Et je vais donner un autre exemple, beaucoup plus contemporain. Territoire zéro chômeur de longue durée. Il s'avère que je viens de produire un rapport sur territoire zéro chômeur de longue durée pour le compte du Conseil scientifique. Et au fond, ce qu'on voit, les activités qui se développent sur les territoires zéro chômeur de longue durée, elles ne peuvent se développer que si elles n'entrent pas en concurrence avec les entreprises privées lucratives. Il n'y en a pas donc en général sur ces territoires-là, donc il n'y a pas trop de difficultés, mais pas non plus en concurrence avec les activités publiques qui sont déjà là ou les activités de l'insertion par l'activité économique. Et elles doivent être d'utilité sociale. Et c'était très intéressant au départ. Dans l'origine du projet, on mettait des tas de partenaires autour de la table, dans ce qu'on appelle des comités locaux pour l'emploi, et c'était eux qui délibéraient territorialement pour dire ça c'est une activité d'utilité sociale, ça pas vraiment, si c'est pour faire de la tonte de pelouse pour des riches personnes, franchement c'est pas de l'utilité sociale sur le territoire. Et aujourd'hui, ils sont tellement pressés de montrer qu'il y a des bons résultats, je suis désolée, je suis obligée de le dire comme ça, que l'idée d'utilité sociale, elle glisse vers, à partir du moment où on crée de l'emploi, c'est de l'utilité sociale. Et ça pose des tas de problèmes, parce que du coup, tout devient utilité sociale, y compris L'Oréal ou Total. Mon dernier point, je voulais explorer toutes les questions, c'est sur la question de Daniel sur, je suis pas capable de répondre complètement à ta question, mais ce serait trop naïf de penser qu'un indicateur va remplacer le PIB. Voilà, ça c'est sûr et certain. Si c'est ça votre désir, votre souhait, enfin pas toi personnellement, mais bien c'est un Graal vers lequel on n'ira pas, précisément parce qu'il y a une multidimensionnalité de problématiques aujourd'hui qui peuvent pas être réductibles ni à une mise en monétarisation comme un PIB vert, ni avec un seul indicateur. Deuxième point, Macron, il a un logiciel comptable libéral, il est biberonné à la croissance, il est totalement has-been. Il faut le dire et le redire. Il n'y a pas plus has-been, pas plus traditionnel que Macron. Il nous a vendu un côté disruptif et il est incapable d'aucune créativité, d'aucun ordre que ce soit. Et donc, il est arc-bouté sur des indicateurs qui sont complètement désuets. Et donc, c'est même pas la peine d'essayer de lui répondre. Il faut juste s'assurer que après lui, ça sera un meilleur monde. Et donc, quant à la nature de la richesse, bien sûr, il y a quelque chose à voir, et j'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure, il y a des besoins croissants et un affaiblissement de la croissance, et donc un effet ciseau qui a été rappelé tout à l'heure par Jacques Rigaudia. Qu'est-ce qui se passe dans les faits? Ça fait 50 ans qu'il y a cet effet ciseau. Qu'est-ce qui se passe dans les faits aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un appauvrissement et une dégradation des services. Ça, c'est clair. Dans la santé, dans l'éducation, n'en parlons pas, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe dans les faits? Deuxième élément, c'est une privatisation. On n'en a pas du tout parlé. Et il y a une privatisation de la santé. Il y a aussi un grand mouvement néolibéral en faveur d'une désétatisation ou désocialisation de la sécurité sociale avec une sorte de prise en charge par la capitalisation. Et puis, un troisième élément qui est celui de l'accroissement de la socialisation par les cotisations sociales ou la CSG, qui est l'élément sur lequel, mais qui est finalement un des éléments que vous avez évoqués. Et moi, je pense qu'il y en a un quatrième. Vraiment, il y en a un quatrième. C'est que si on réglait une partie des problèmes et des dégâts provoqués par le capitalisme, on pourrait avoir moins de besoins. Il y a un certain nombre de besoins qui vont devoir être pris en charge. Mais il y a un ralentissement des besoins qui est possible si on avait un mode de vie qui n'était pas du tout celui frénétique et qui est celui qui causait par une sorte de quête vers des gains de productivité que de toute façon nous n'avons plus. Donc c'est ça le grand paradoxe de notre société. C'est qu'on est dans une précarité de plus en plus forte, une intensification du travail de plus en plus fort, et pourtant tout ça c'est invisible dans les indicateurs de productivité. Bien. Oui, alors,
même si je suis, allez, pour faire référence au débat de tout à l'heure, un haut fonctionnaire d'un service public dont un des métiers c'est le PIB, j'éviterai dans un premier temps d'en parler. Et comme je suis membre du CESE, moi aussi, j'ai été membre honoraire, je viendrai sur les questions politiques qui nous occupent, même si l'autre est aussi une question politique, celle du financement. Il y a quand même quelque chose d'intéressant. Il y a un accord pour dire les revenus financiers des entreprises doivent contribuer. Je ne dis pas ça parce que c'est une proposition que nous émettons nous, je dis ça parce que c'est quelque chose de fort si on arrive à porter ça quand même. Parce que je pense que les rapports de force, ils ne sont pas indépendants des idées qu'on porte. Ils peuvent être renforcés par les idées. Et donc c'est important. La deuxième chose, l'idée qu'il faut augmenter la masse salariale et qu'il faut une autre production, on converge dessus. Et ça c'est important. Après, l'idée d'une modulation au lieu d'être rejetée, elle intéresse. Moi je pense que c'est fondamental. C'est important à gauche pour qu'on avance ensemble. Et ça peut aussi construire un rapport de force. Donc voilà. Je viens sur quelques éléments. Et il y a même un accord pour dire la CSG pose problème. Alors, il y a des petites différences. Parce que moi, je pense qu'il faut l'éteindre, sauf pour les revenus financiers des ménages. Non, à cette table, pas avec toi, Jacques. Mais ça veut dire qu'il faut quand même la garder pour les revenus financiers des ménages. Mais l'éteindre, ça ne veut pas dire la supprimer d'un coup. Mais parce qu'il faut voir ce qu'amènent les autres financements. Il y a un point sur lequel je veux revenir, c'est le lien à l'entreprise. C'est un peu philosophique, excuse-moi Pierre, je fais exprès, de dire que c'est le revenu primaire, le revenu secondaire. C'est l'endroit où se prennent les décisions de production des richesses. C'est pour ça que c'est important. Ma façon de présenter, c'est un petit peu nouveau de ma part, de dire il y a un précompte pour les développements humains dans l'entreprise. Ça doit nous donner à penser autre chose. On pourrait avoir un précompte pour l'écologie, on pourrait avoir un précompte pour d'autres choses, sans mettre tout dans la sécurité sociale. Hein. C'est pour ça que j'ai un peu évité volontairement le sujet. Mais et puis ça viendra après. Il y a Igor, je vois dans la salle, d'autres. Mais cette idée de précompte pour le développement humain dans l'entreprise, c'est pas seulement c'est la décision primaire, c'est les décisions d'activité, pour pas dire production. J'ai un problème. On ne peut pas dire que la dette, on la réserve à l'investissement. C'est-à-dire la dette pour le capital. L'investissement, pour un économiste, et dans le compte même, le plan de compte des collectivités ou de l'État, c'est de la FBCF, c'est de la dépense en capital. Matériel ou financier. Dépenses d'avenir, oui. Donc pré-recrutement d'infirmières, pré-recrutement d'enseignants, pré-recrutement de chercheurs, c'est-à-dire des gens qu'on paye durant leur formation. C'est pas de l'investissement. Et ça, oui, c'est des avances nécessaires. Donc rentrer dans l'idée pour le fonctionnement, pas de dette, et pour le reste de la dette, c'est pas bon. Et d'ailleurs, c'est pas le procès que je te fais, c'est pour ça que j'ai pas commencé à dire ça, mais Le Pen présente ça, c'est un article de Le Pen, hein, c'est vraiment toute une idéologie néolibérale. La dette, c'est pour le capital. Non, il faut des avances pour le développement de la société, pour le développement écologique, etc. Et d'ailleurs, c'est pas des investissements qu'il faut pour l'écologie, c'est avant tout des dépenses humaines. Et ça se fera pas naturellement. Par exemple, les forêts, c'est du service public qu'il fallait. Et on pourrait développer la rénovation thermique, c'est la formation des artisans, ou c'est même la conception des matériaux avant. Troisième point, on a du mal à se défaire d'une vision keynésienne. La richesse permet la protection sociale. Le noir est parti, c'est dommage, c'est parce que c'est son ratio. La richesse permet la protection sociale. Et donc, c'est pour ça le ratio prélèvement obligatoire sur PIB. Le PIB, c'est la richesse. Je vais quand même en dire quelques mots. Et ça permet les dépenses publiques. Non. Il y a aussi dans l'autre sens. Il y a des bonnes dépenses publiques et des mauvaises dépenses publiques. Il n'est pas là, Pierre Lubrat, mais il avait fait cette remarque quand j'étais venu à la CGT derrière mon intervention, en appuyant ce que je disais, en me disant, vous dites que si on dépense pour des pré-recrutements d'infirmières, c'est pas la même chose que si on dépense pour du béton. Ça m'intéresse en tant que sociologue. Mais oui. Par exemple, et je reviens encore, à l'hôpital, on investit en ce moment. Je vais prendre un exemple concret, et c'est partout comme ça. À Belfort, il y a un hôpital. À Montbéliard, il y a fait un hôpital. Ils ont investi, c'est-à-dire qu'ils ont détruit celui de Belfort, détruit celui de Montbéliard, et ils en ont mis un dans les champs entre Belfort et Montbéliard, avec moins de lits. Un lit, c'est une unité de compte, donc moins d'infirmières. Moins de soignants, même. Voilà où on est. On investit et on détériore le service. Donc, il y a vraiment une grande question. Quel type de dépenses vont permettre de se développer? Je dis toujours se développer, c'est un petit débat que j'avais eu à Caribé, et il m'a convaincu, il faut dire se développer. Et pas seulement la croissance. Mais la croissance, il faut aujourd'hui, et peut-être pendant 30 ans,
beaucoup plus de moyens financiers pour se développer. Et donc ces moyens financiers, ils vont rentrer dans le PIB en réalité. Mais un tout autre PIB, en contenu. C'est un système, c'est pas seulement un indicateur, le PIB. Excusez mon métier qui ressort. Et donc le contenu, c'est pas seulement la répartition de la croissance pour le capital ou pour le travail, mais c'est est-ce qu'on met beaucoup de capital ou beaucoup de capacité humaine pour le développement? Et si on met beaucoup de capacité humaine, ça va être autrement. Je suis d'accord avec toi qu'on peut gâcher de l'emploi. Donc la Sécu peut pas tout faire dans la modulation. C'est pour ça que je suis pas venu. Un mot sur la productivité. On parle d'ailleurs de productivité apparente du travail, bien sûr. Et il y a son ralentissement, mais il y a un problème d'évaluation avec la montée des services, bien sûr, parce qu'elle est construite pour une société marchande avec des produits indifférenciés, plutôt matériels, et donc ça renvoie à l'industrie, mais au matériel et donc l'industrie. Bien sûr. Et il y a une crise d'efficacité. L'INSEE l'a montré dès 1974 avec la fresque historique système productif. Pierre Veltz aussi. Enfin, on peut citer plein d'auteurs. Gadret, avec ses travaux, quand il était d'ailleurs dans le groupe économie et politique et issu sur les services. Donc, il y a vraiment un problème d'évaluation. Mais, par exemple, l'efficacité du capital, ça, c'est une grosse question. Le rapport entre dépenses en capital et effet PIB. Ça, c'est une grosse question. Et il y a un recul de l'efficacité du capital, un gâchis du capital qui est considérable. On doit retourner, au contraire, la charge de la preuve. Mais pour les services publics, il y a une chose qui est sous-estimée. Il existe, et j'y ai travaillé, des visions qualitatives qui sont dans les commissions des comptes. Par exemple, il y a la commission des comptes des transports, il y a la commission des comptes de la protection sociale, il y a la commission des comptes de l'éducation. Où là, on regarde, je vais vous le dire un peu simplement, non, c'est pas la même chose. Des relations effort-effet. Donc il y a des efforts qui sont en dépenses, en quelque sorte, et des effets, j'étais dans les transports, je vous parlais de ça, en tonnes-kilomètres, en voyageurs-kilomètres, en CO2, enfin en émissions, en pollution atmosphérique, voilà. Et ce type de relation, la dépense intérieure d'éducation, par exemple, dépense par élève. Donc il y a des éléments qualitatifs, et qui viennent aussi de conventions, parce que la commission des comptes, il y a 85 membres, il y a la CGT, la CFDT, il y a le MEDEF, mais il y a aussi les entreprises, il y a aussi des associations écologiques, bicyclettes, etc. Et donc, là, je pense qu'il y a des choses importantes qui permettent de partir du système de mesure, qui est beaucoup plus riche qu'un indicateur, le PIB, mais de travailler avec, ça s'appelle les comptes satellites. Et je pense que c'est très important, cette chose-là, de s'en saisir sans s'y enfermer, mais de s'en saisir. Alors, on voit, par exemple, sur l'éducation, le débat aujourd'hui, c'est il y a moins d'élèves, c'est pas pour ça qu'il faut dépenser moins, puisqu'on est en dépenses éducatives par enfant beaucoup plus faibles que dans les autres pays. Au contraire, rattrapons les autres pays. Et donc, continuons. Donc, cette question de la dépense, on peut pas la contourner. Et donc, dans le PIB, il y a les services publics. Donc, et donc, si on met des bagnoles ou si on met des infirmières, ça fait du PIB, mais pas le même PIB. Donc, le contenu est très important. Hein? Si on met des chercheurs pour trouver des moteurs d'aéronautique, ou si on met des gens qui sont à la défense pour trouver des placements financiers, c'est pas la même chose. En effet utile et en contenu de PIB. Et si on met des infirmières, ou si on met 4000 chercheurs, ils font des milliers, hein, il faudra des dépenses. Donc c'est pour ça que je dis que pendant 30-40 ans, et y compris à l'échelle de la planète, il faudra beaucoup plus de PIB, mais pas le même. Et donc il faut de la démocratie, des pouvoirs, partout, à tous les niveaux. Je conclus, parce que je te vois sourire et t'inquiéter à la fois. Je conclus. On peut pas, comme je l'ai dit, je crois qu'on peut pas, ce que tu dis est très important, on peut pas tout mettre dans la sécurité sociale. Je pense qu'il faut pas lui faire porter tous les chapeaux de l'écologie, etc. Et d'ailleurs, j'ai insisté, le système dont on hérite, enfin, en tout cas 44-45, il y a toute une composante droit des travailleurs, nationalisation industrielle et nationalisation bancaire. Et donc, je pense que on ne changera pas tout grâce à la sécurité sociale. Là, le sujet, c'était quel financement. Mais par exemple, pour faire un pont, et je conclus vraiment là-dessus, les exonérations de cotisations sociales, c'est 83-85 milliards. Nous proposons de les éteindre, et comme l'État il les dépense, une partie de ces dépenses de l'État, de les conserver sous une autre forme. 22 milliards, on n'a qu'à chiffrer comme ça, on peut mettre 20 ou 25, comme vous voulez, de dépenses de l'État, en bonification d'intérêt aux entreprises, c'est-à-dire baisse du coût du capital, si les investissements développent des productions écologiques et développent les qualifications, l'emploi. Donc, s'il y a un lien avec la Sécu. Mais je pense qu'il faut le prendre aussi par l'autre bout. Et c'est-à-dire, en réalité,
non seulement un autre développement, mais baisse des coûts du capital pour développer les dépenses utiles et efficaces. Voilà, je vous remercie. Bon, il reste 5-6 minutes. Est-ce que vous avez envie de reprendre la parole? Parce que eux, ils ont envie de reprendre la parole. Donc, s'il y a une réaction, une question. Mais je ne sais pas si je vais relancer. Mais on n'a pas du tout parlé quand même de l'IA, quoi, et des transformations profondes qui arrivent du travail. Et j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus, parce que a priori, il y a quand même un certain nombre de logiciels et d'IA qui diminuent un certain nombre d'emplois, et ces logiciels ne sont pas forcément créés en Europe ou en France. Et donc, certaines personnes disent que ça peut être un gros choc pour les systèmes de financement des protections sociales. Donc, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous pensez de cette analyse. Et si jamais on n'est pas dans une époque où on va aller augmenter le salaire de ceux qui ont des bas salaires ou augmenter les emplois là où on en aurait vraiment besoin, qu'est-ce qu'il y a comme... si le risque existe, qu'est-ce qu'on a comme moyen de lutter sur le court terme si on n'a pas le pouvoir pour vraiment créer de l'emploi et augmenter les salaires? Donc je repasse alors, mais rapide, à ceux qui le veulent autour de cette table. Moi, je me dis, in petto, on n'est pas prêt là. Hein. Bon, parce qu'on a déployé les questions. Je n'ai pas trouvé qu'il y ait beaucoup de convergence. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de questions mises sur la table. Tu voulais reprendre la parole, mais rapide. Hein. Non, je vais répondre sur l'IA, mais je pense que je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi ce que tu dis, Catherine. Je pense qu'il y a plus de convergence. Je suis d'accord, on n'est pas je ne dis pas qu'on converge sur rien, mais heureusement qu'on est un peu d'une famille de pensée commune. Mais dites donc, la somme des désaccords, il n'est pas mince. Hein. Ou des sujets ouverts. Pas forcément d'ailleurs des désaccords. C'est des sujets ouverts. Non, il y a des sujets en débat, bon, mais je pense que... non, mais je pense par exemple que le fait aujourd'hui de dire on ne peut plus simplement se baser sur l'idée d'une croissance infinie, etc., sur un partage des gains de productivité, ce qui était la façon dont, par exemple, moi je raisonnais il y a encore pas si longtemps que ça. Hein, donc maintenant, c'est quelque chose qui a priori fait consensus. Bon, et ça c'est quelque chose de nouveau parce qu'il y a intégration d'un certain nombre de problèmes nouveaux. Ensuite, il y a des divergences qui restent. Hein, sur le PIB, sur la productivité des services, etc., qui sont des débats compliqués, qu'on ne va pas évidemment trancher là. Bon, simplement sur une réaction et une réponse sur l'IA. Ma réaction, c'est sur ce qu'a dit Frédéric sur dépenses de fonctionnement, investissement. J'ai volontairement pas parlé de dépenses de fonctionnement. Hein, peut-être que tu ne l'as pas remarqué, mais j'ai parlé des dépenses courantes. Bon, et je pense que les dépenses courantes, alors ensuite, on peut dire, il y a des fois un lien avec les dépenses courantes et les dépenses d'investissement. Par exemple, on construit un hôpital, il faut bien avoir des infirmières et payer des infirmières et des médecins. Mais fondamentalement, je pense que voilà, la question, pour moi en tout cas principale, c'est moins celle-là que la question de l'emprunt et de la dette. Voilà. Il y a aujourd'hui une tendance à diaboliser la dette. Et je pense que c'est extrêmement mauvais. Voilà. On a besoin d'emprunter et donc de s'endetter. Et le problème, c'est au prix de qui on s'endette. Voilà. Est-ce qu'on s'endette auprès des marchés financiers ou est-ce qu'au contraire, on essaye de sortir des marchés financiers pour essayer de rétablir des circuits de financement public, hein, ce qu'on appelait auparavant le circuit du Trésor, par exemple, qui soit différent et qui soit hors marché. Ça, c'est le débat fondamental. Bon, pour moi, c'est ça le plus important. Ensuite, on peut discuter sur dépenses courantes ou dépenses d'investissement, mais en tout cas, pour moi, c'est ça la clé. Sur l'IA, on a tenté à la Fondation Copernic de faire une brochure sur l'IA, hein, que vous pouvez trouver sur notre table. Les choses sont compliquées, hein, et il n'y a pas de réponse simple. Il y a une nouvelle illusion qui est maintenant, en tout cas, dont je pense que c'est une illusion, qui est la même illusion qu'avait eu
quand il y a eu la première vague des nouvelles technologies de l'information, bon, sur lesquelles que ça a entraîné des gains de productivité fabuleux, des suppressions d'emplois. Il y avait eu toute une je me souviens d'un bouquin de Rifkin sur la fin du travail, bon, etc., etc. Tout ça s'est effondré. Voilà. Bon, pour des tas et tas de raisons qu'on n'a pas le temps d'en discuter. Qu'est-ce qu'il en sera pour l'IA? Franchement, en tout cas, je ne parierai pas ma main coupée qu'aujourd'hui l'IA va entraîner une nouvelle phase de croissance, etc., etc. Personnellement, je n'y crois pas, et je n'y crois pas pour deux raisons. Un, parce que je veux dire, dans le fonctionnement, un des problèmes des nouvelles technologies, dans le fonctionnement des entreprises, c'est qu'elles ont, en fait, paradoxalement, surajouté de la bureaucratie à la bureaucratie. Et loin de simplifier les processus, elles les ont complexifiés. C'est une des raisons pour lesquelles, comme disait Robert Solow, c'était une phrase bien connue, on voit des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de la productivité. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il en sera pour l'IA? Aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire. Par contre, ce qu'on sait déjà, c'est comment l'IA va être utilisée pour essayer de discipliner les salariés. Voilà. Ça va être une nouvelle forme de disciplination, de mise au pas des salariés. Voilà. Et ça va être utilisé comme ça. Hein. Voilà. Donc je pense que le danger aujourd'hui est moins, des suppressions massives d'emplois, etc., qu'une mise au pas, une nouvelle mise au pas des salariés à travers ces nouveaux instruments techniques. Et je pense que c'est ça, à mon avis, qui est l'enjeu, en tout cas immédiat. Ensuite, sur le reste, je pense qu'on verra ce qu'il en sera relativement rapidement. Merci. Très rapidement. Premièrement, moi, je pense aussi qu'il y a un tout petit peu de convergence possible. Et j'allais dire enfin, ça bouge chez certains économistes de gauche qui ont enfin accepté l'idée que la croissance serait pas infinie dans un monde totalement fini. Et ça fait plaisir, mais si j'avais un peu de manque d'humilité, je dirais que ça fait 20 ans que certains travaillent là-dessus et qui n'étaient pas beaucoup écoutés jusque-là. Deuxième point, là où je suis pas du tout d'accord, moi, c'est que si on veut rester dans des objectifs de soutenabilité qui nous conduisent pas à des catastrophes vraiment dramatiques, et les effondrements sont déjà localement très présents, si on veut rester de l'ordre de 1,5 degré est pas envisageable, mais disons un 2 degrés dans les 2-3 décennies qui viennent, le découplage absolu est absolument impératif. Et le découplage absolu, ça signifie inévitablement une forme de décroissance. Et on sait à quel point la croissance économique de notre système capitaliste était totalement addicte aux énergies fossiles et que c'est grâce aux énergies fossiles qu'on a eu nos modes de production, de consommation et de distribution. Donc d'une manière ou d'une autre, on peut encore dire on prend 20 ans de plus pour réfléchir à ça, mais dans 20 ans, on va tous converger sur l'idée qu'il nous faut un découplage absolu et que donc il nous faudra des formes de décroissance. L'incertitude que tu évoquais, elle est plus si incertaine que ça. Troisièmement, des comptes satellites, ça veut dire qu'on est toujours un peu satellite et qu'on n'est jamais au cœur du programme. Et moi, je pense que c'est au cœur du programme qu'il faut... on a le droit d'avoir des divergences. Donc, c'est au cœur du programme qu'il faudrait mettre les choses sur la table. Et pour l'instant, elles sont toujours satellisées. Quatrième point, sur l'intelligence artificielle. Je suis un peu comme mes collègues. J'ai une incertitude sur le choc du travail. Mais en revanche, on sait qu'il va y avoir un choc sur l'énergie et sur l'écologie. Celui-là, il est indéniable. C'est déjà en cours au Brésil. C'est en cours dans d'autres endroits. Donc là, c'est un vrai problème. Et puis, dernier point... moi je pense que je reviens sur la question satellite, pas satellite, et puis sur des questions de faut penser la sécurité sociale et l'écologie doit être vue à part. Les choses sont totalement intriquées. L'idée selon laquelle on est on peut penser le monde anthropique ou notre anthropologie sans nous penser dans nos rapports avec le monde, y compris pour la sécurité sociale, ça serait un pis-aller. Donc évidemment, ça nous oblige à ouvrir portes et fenêtres, à prendre des risques, à ne pas trop savoir où on va parfois, à travailler peut-être parfois sans indicateur et à rappeler à quel point certains sont complètement has-been, mais la protection sociale doit être aussi écologique, elle devrait d'abord peut-être être avant écologique et avant sociale. Oui, d'abord, pas de croissance infinie, pas de croissance matérielle infinie. Parce que, et donc il faudra des décroissances massives, mais aussi des croissances massives
d'autres activités. Avec des revenus derrière. On a beaucoup d'activités économiques non matérielles. Il y a de la matérialité partout. Je n'ai pas dit non matériel, j'ai dit croissance matérielle. C'est-à-dire que, par exemple, le soin... Il est totalement matériel. Oui, excuse-moi, on ne peut pas sans cesse. Je le fais souvent, mais là, tu exagères. Donc, le soin, on peut le faire avec beaucoup de matériel, on peut le faire tout autrement et le penser tout autrement. Bah oui, c'est une révolution. On est d'accord. Donc tu vois, ça existe. Ce que je dis, je peux pas dire ça existe pas et couper et empêcher de comprendre. Voilà. Je m'énerve parce que tu coupes trop. Donc, mais je veux pousser parce que il suffit pas de dire il n'y a pas de croissance infinie et dire après on fait de l'investissement. Et après de dire. Non mais calme. Il n'y a pas lieu de s'énerver comme ça. Hop, on revient au normal. Donc Pierre Calfa, tu dis. Stop, tu descends. Mais non, mais parle gentiment, s'il te plaît. Non, mais Écoute, on est du nord du nord de l'Afrique tous les deux, on parle comme ça. Pas depuis autant de siècles. Donc on a acquis une forme de faire qui est comme celle-là. Et il faut l'accepter en France. Donc, tu dis le PIB. Voire machiste. Bon, elle est terminée. Tu singes les machistes là. Tu dis le PIB, c'est pas de croissance infinie. Et après, tu nous dis ce qui compte, c'est l'investissement. Non. Donc, la grande question, c'est pas des infirmières pour accompagner le béton, c'est avant tout des infirmières, et on voit à faire le moins possible d'accompagnement matériel. C'est quand même une révolution là-dessus. Et d'ailleurs, depuis longtemps, nous avançons sur l'idée d'autres critères de gestion des entreprises et du service public. Je pense qu'on est d'accord sur le principe, mais il faut le traduire correctement les uns les autres, et qu'on se reprenne les uns les autres sur la traduction, ça c'est sain, et c'est la démocratie. Sur l'IA, l'intelligence artificielle, ça va attaquer l'emploi. Et donc, sous-entendu, ça attaquerait la base de développement. Ça dépend, parce que si les richesses développées sont développées de façon saine, écologique et croissent, donc ça dépend le type d'IA. Donc ce que ça renvoie, c'est d'une part, si l'IA développe les profits, il faut les prendre dans le scope et taper dessus, uniquement les profits et la rente, etc. Mais surtout, la question des pouvoirs et de la maîtrise et de quel type d'accompagnement technologique dont l'IA fait partie. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Et donc, bon, je ne veux pas développer sur la dimension économique. Et donc, y compris la baisse du temps de travail, le contrôle de la technologie, le partage des technologies. C'est à ça que ça renvoie, l'IA. Mais on va forcément, si ça développe les richesses, on va le trouver dans du profit, qui est à la fois une création de richesse et à la fois une rente qui est une prise d'avance sur les richesses qui vont être créées, donc un truc inflationniste. Et donc, la taxation des dividendes, la cotisation des dividendes, elle fait partie d'une opposition à l'IA. Les convergences. Parce que la convergence, il y en a plusieurs. Il faut des avances pour des dettes nouvelles. Ça, c'est très important. Je suis d'accord avec toi, Pierre. Tu as bien fait de préciser cet élément. Je suis d'accord, c'est très important. Des avances à 0%. Avec un fonds d'avance à 0%, pôle public bancaire, j'en ai parlé, mais je pense que ça peut être un élément de convergence à gauche. Et je conclus. Je pense que ce qui est intéressant, tu as dit, vous avez plus de différences que ce que je pensais. À un moment. Oui, bon. Je ne vais pas parler des divergences. J'ai mal entendu. Oui, mais ok, j'ai. Question non réglée. Bon. Pas dit, question ouverte. Et après, tu as corrigé en question ouverte. Mais moi, ce que je dis. Pardon, mais je ne l'ai pas dit. Je corrige. Et donc, ce que je dis, moi, c'est qu'il ne faudrait pas, chercher à voir nos convergences à tout prix. Mais je pense que c'est quand on arrive sur les propositions qu'on a beaucoup plus de convergence. Et je pense que c'est important de souligner que les propositions, c'est quelque chose qui rassemble. Là où beaucoup d'états-majors pensent qu'au contraire, les propositions divisent, qu'il faut les cacher, pas dire des choses nouvelles, dire des choses traditionnelles, parce que ça rassemblerait, etc. Et là, je pense qu'on a avancé les uns et les autres des choses un peu plus originales, et je crois que ça montre que ça peut être un ferment qui peut rassembler, et donc ça montre une voie pour l'avenir, à mon avis. Voilà. Merci pour ce mot de convergence finale. Merci. Alors, je voulais juste vous rappeler, il est 13h15 et vous avez rendez-vous à 14h30 pour l'avant-dernière table ronde et puis ensuite celle de 16h30 qui sera conclusive. Et un pot à 18h. Donc, il faut se débrouiller pour manger vite, quoi. Voilà, c'était... Ça va ? Il y a le temps ? Ouais, il faut être revenu à 14h30. C'est ça, 14h20, 14h30. Merci beaucoup.